Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Nous sommes le 10 décembre 1928. Cet épisode fait suite au précédent intitulé « La tuerie de Valençol » qu'il vous faut écouter pour comprendre celui-ci. Les deux jeunes gens qui ont assassiné toute la famille Richaud et leur valet de ferme à Valençol dans les Basses-Alpes le 2 décembre ont été arrêtés. Joseph-Alexandre Huguetto est né le 6 décembre 1910 à Loris-sur-Durance dans le Vaucluse. Les papiers de Józef Witkowski indiquent qu'il est né le 14 janvier 1910 en Pologne. Ils ont donc 18 ans tous les deux. On peut imaginer avec quel soulagement et quelle allégresse même les habitants des Basses-Alpes ont appris l'arrestation des deux auteurs de l'abominable massacre de Valençol. À Digne, où ils doivent être transférés, les autorités judiciaires se sont préparées à les recevoir. En effet, un coup de téléphone a informé dans l'après-midi M. Bernard, l'énergique procureur de la République, et M. Thérin, le distingué juge d'instruction, que M. Guibal et ses inspecteurs principaux ont quitté la Grand-Combe en automobile avec leurs prisonniers à destination du chef-lieu des Basses-Alpes. Les magistrats ont pris aussitôt toutes les mesures nécessaires et donné des ordres à la gendarmerie et à la police locale. L'animation est déjà assez grande dans les rues, et particulièrement celle où se trouve le palais de justice et la gendarmerie. On annonce les prisonniers pour la matinée, mais à midi, toujours rien. Tout à coup, voilà que là-bas, sur la route, une auto grise apparaît. Elle débouche à l'entrée du pont et à toute allure s'élance dans le boulevard Thiers. Ce sont eux. De tous les côtés déjà, dans le public, des cris commencent à retentir. « À mort ! À mort !» La voiture gagne le tribunal. Sur son passage, les cris augmentent. Et quand l'inspecteur Corazzi, qui est au volant, range le véhicule devant la grille du palais de justice, c'est un concert d'imprécations qui salue la descente de voiture du Polonais Witkowski, solidement tenu par l'inspecteur principal Raoult. À son côté, Huguetto apparaît, les mains liées, et est maintenu par M. Guibal et par l'inspecteur Sebeil. Poussés dans la cour du palais, les deux assassins de la famille Richaud pénètrent dans le vestibule où le commissaire de police mobile les remet entre les mains de la gendarmerie dignoise. Grand et lancé, le visage aux traits allongés, avec des lèvres minces, Huguetto produit sur toutes les personnes présentes une impression des plus sinistres. Sur ce museau de jeune loup, on lit les instincts les plus bas. Et n'est-ce pas véritablement une bête sauvage, un ennemi de la société, un fauve enfin que ce garçon de 18 ans à peine, enfui depuis 3 années de la maison paternelle pour s'abandonner sans mesure à tous les vices qui prédisposent au crime. Il lance un œil sournois vers cette foule qui continue là-bas, au-delà de la grille, à clamer son indignation. À ses côtés, Witkowski. On est muet d'étonnement à contempler ce visage d'enfant, ses yeux humbles, ses membres frêles. Quoi ? Est-ce là l'un des odieux assassins ? Ce spectacle que nous avons vu dans la cuisine de la ferme tragique et dont jamais l'horreur ne s'effacera de nos mémoires, en voici donc l'un des piètres metteurs en scène. Ces mains de gosse ont eu la force de défoncer des crânes d'enfants, de maintenir un homme comme le valet de ferme. Il faut bien le croire, puisque le Polonais avoue. Tenus cette fois par les gendarmes, Huguetto et Witkowski, sous les nouvelles huées, remontent en automobile pour se rendre à la gendarmerie. La police ouvre le chemin, mais le cortège a le plus grand mal à progresser parmi la foule. Enfin, la place du marché. Le convoi s'arrête en bas de la montée de l'escalier. Il reste 300 mètres à faire à pied. La foule est particulièrement dense et surexcitée. Entre deux gendarmes et sous la protection d'autres policiers, les bandits grimpent les marches en courant. Mais sous la poussée des habitants, la haie se disloque, les gendarmes sont débordés, et Huguetto reçoit quelques horions portés par 2 ou 3 citoyens et citoyennes. Enfin, les gendarmes et leurs prisonniers disparaissent derrière la lourde porte. Pendant les formalités de la mise en cellule de chaque criminel, les journalistes en profitent pour interroger chacun d'eux.
Vous imaginez la scène? Les deux jeunes gens ont avoué le meurtre de 5 personnes. La police les a poursuivis dans tout le département. La foule a failli les lyncher, mais les journalistes peuvent tout tranquillement s'approcher d'eux pour leur poser des questions avant qu'on les mette en prison. Mais Huguetto s'effondre tout à coup sur le sol et frappe plusieurs fois sa tête contre les dalles. C'est une crise de nerfs, bientôt passée. Est-elle réelle ou simulée? Le journaliste hésite. Il peut se faire policier à l'occasion, mais psychiatre, ça non. Les assassins attendent à présent dans leur cellule de l'ancien palais épiscopal transformé en prison départementale l'heure du châtiment suprême auquel ils ne sauraient sous aucun prétexte être soustraits, affirme le journaliste du quotidien Le Petit Marseillais, notre guide depuis le début dans cette sale affaire. Cette attente me permet de dresser un portrait plus précis de ces deux jeunes meurtriers. Huguetto, nous l'avons vu, est né à Loris-sur-Durance. Il perd sa mère 6 jours après sa naissance. Son père le confie à une famille de Loris, les Boujarel. Parce qu'il est né en Pologne, il est plus difficile d'obtenir des renseignements sur Józef Witkowski. Orphelin à 12 ans, des parents l'emmènent en Belgique puis dans le nord de la France où il se fait mineur. Quand il arrive à la Grand-Combe, il travaille aussi dans les mines. C'est là qu'il fait la connaissance d'Huguetto, qui a quitté son foyer depuis l'âge de 14 ou 15 ans. Il vit depuis au jour le jour à l'aventure. Il travaille dans les fermes d'ici et de là, s'occupant spécialement du travail de la batteuse mécanique. On le voit assez souvent dans sa bourgade natale et aussi à la Tour d'Aigue où il va danser au bal. Huguetto et Witkowski deviennent bientôt amis intimes. Et Huguetto parle à son camarade du coup à faire chez les Richaud à Valençol. On comprend ou croit comprendre que très vite, Huguetto a acquis sur le jeune Polonais un gros ascendant. Depuis l'arrestation, Witkowski ne prononce pas une parole sans solliciter du regard l'avis de son complice. Il faut que ce dernier se résolve à accuser son ami de l'assassinat des enfants pour que le Polonais ose contredire Huguetto. Et dans ces contradictions, il n'y a jamais la moindre violence, la moindre marque de ressentiment entre les deux amis. L'attitude des deux assassins diffère de façon absolue. Alors que Witkowski, qui semble accablé par le remords, passe des nuits très agitées, en proie à de sinistres cauchemars, son ami Huguetto fait preuve du cynisme le plus odieux. Il mange de bon appétit, dort comme une souche, et quand ses gardiens lui parlent, il répond avec une expression de haine concentrée, mitigée tantôt d'insolence, tantôt d'ironie. Il a le tempérament du vrai criminel, les mauvais instincts de la brute. C'est à la justice d'établir le rôle exact joué par chacun dans l'affaire. Au tribunal ensuite de dire quel châtiment doivent recevoir les auteurs du massacre de Valençol. Pour le journaliste du Petit Marseillais, vous l'aurez compris, la jeunesse des accusés ne doit pas faire oublier aux juges la jeunesse, plus tendre encore, des enfants Richaud. Mais à cause de leur âge, les deux assassins ne sont-ils pas susceptibles d'échapper à la peine de mort? Valençol se lève tôt en ce 12 décembre 1928. Il n'est que 6 heures du matin et déjà il règne une animation inaccoutumée dans la commune. On claque des dents sous le vent glacé, mais des groupes se forment. On entend dire de tous les côtés que c'est pour aujourd'hui. Car en dépit des précautions prises par la police, en dépit de la discrétion des journalistes, la population valençolaise a appris que la reconstitution du massacre de la ferme des Courlis doit avoir lieu en ce 12 décembre, 10 jours tout juste après les faits. L'arrivée de M. Martin, commissaire divisionnaire, et celle de M. Guibal, qui est devenu l'homme le plus populaire de la région, ont fait ouvrir l'œil aux habitants. Peu à peu arrivent les forces de gendarmerie. Par groupes de 3 ou 4, en auto ou à cheval, les gendarmes se rassemblent devant la petite caserne de la brigade de Valençol. Ils ne sont pas moins de 60 à s'engager sur la route conduisant au plateau. Là, un barrage est établi devant le chemin de terre qui mène vers le domaine des Courlis. Tout autour de la ferme tragique, un cordon se forme pour tenir la foule en respect. Elle est déjà nombreuse
et s'accroît de minute en minute. Bientôt, on compte plus de 800 personnes. Les conversations vont bon train. Presque toutes ont pour sujet les différents séjours du ghetto à Valençol, où tout le monde le connaît et le tient pour un vaurien. Partout, Huguetto a fait pique-pendre. Il menaçait ses camarades pour un oui, pour un non. Il se faisait renvoyer de partout. Tout ça sans compter ce qu'il faisait en ville. On évoque aussi, avec plus de compassion, la figure douloureuse du père d'Huguetto, un brave homme qui vit à Vinon, où il est employé au domaine de Cadarache. Depuis l'arrestation de son fils, le père Huguetto passe ses journées dans le maquis à se lamenter. Le malheureux n'a jamais pu être maître de ce garçon sournois, querelleur, violent, cruel et paresseux. Il a eu un nombre considérable de patrons, car il ne supportait pas l'autorité et ne restait pas longtemps à une place. On ne pouvait pas le laisser à proximité d'animaux sans qu'il les martyrise. Il tuait les poules et les chats à coups de bâton, et ses actes de brutalité et de cruauté ont fréquemment été la raison de son renvoi. On sait que M. Huguetto a demandé à voir son fils en prison à Digne. On ne le lui a pas interdit, mais on le lui a déconseillé. En effet, Huguetto désormais clame à qui veut l'entendre que s'il est devenu un monstre, c'est en raison des mauvais traitements infligés par son père. Mais M. Huguetto, père, n'en démord pas. Il veut voir son fils, pour le tuer de ses propres mains. Les magistrats attendent dans la cour de la ferme des Courlis l'arrivée de l'auto qui doit amener de Digne les deux assassins. Je ne vous les présente pas, vous les avez déjà tous rencontrés, sauf M. Caron, juge d'instruction revenu de congé, et auquel M. Thérin passe donc le relais. Je me suis moqué des journalistes qui ne ménagent pas leur admiration envers les magistrats instructeurs. Ils ne sont pourtant pas les seuls à chanter les louanges de la police. À l'arrivée de la voiture de la police mobile, la foule pousse des acclamations. Au nom du conseil municipal de Valençol et de la population tout entière, 2 jeunes filles apportent au commissaire une gerbe de fleurs. Ému, M. Guibal annonce qu'il ira la déposer sur la tombe des victimes. Enfin apparaît l'auto qui amène les criminels sous la garde des gendarmes. Quelques cris dans la foule saluent l'arrivée des assassins de la famille Richaud sur les lieux mêmes de leur horrible forfait. Huguetto est très pâle. Il tremble. Mais c'est de froid sans doute, car on va voir avec quelle assurance tranquille, avec quelle fermeté dans la voix et dans l'attitude, il se prête à l'exercice de la reconstitution. Les magistrats font enfermer Witkowski dans l'écurie de la ferme sous la garde de 2 gendarmes. Puis ils prennent Huguetto avec eux et lui demandent de raconter toute la sinistre expédition. Ils font ensuite de même avec Witkowski. Voici ce qu'on peut tirer de leurs récits, parfois divergents. À la Grand-Combe, les 2 jeunes gens ont peu d'argent. Et Witkowski propose de faire des journées doubles à la mine, mais les contremaîtres refusent. Alors lui vient l'idée de faire un coup. Chez ces 2 êtres que dominent tous les mauvais instincts et qui, paresseux, ne sont que trop enclins à se procurer par n'importe quel moyen des plaisirs faciles, l'idée de crime devait fatalement germer rapidement. Tuer pour avoir de l'argent devient bientôt le sujet constant de leurs préoccupations et de leurs conversations. Oui, mais tuer qui ? Huguetto pense à cette ferme des Courlis, isolée à 1500 mètres de la commune de Valençol, où il a été en service chez les Richaud en 1926. Voilà le coup à faire. Les 2 jeunes misérables examinent aussitôt les possibilités de réaliser le forfait envisagé. Il y a bien 5 personnes dans la ferme des Courlis. Le père, la mère, les 2 enfants et enfin le vieux domestique. Mais qu'importe. 5 personnes à tuer pour s'assurer un peu d'argent, y a-t-il de quoi reculer ? Allons donc. Et ces 2 bandits se concertent. Huguetto se chargera des 3 grands, Witkowski des 2 petits. Froidement déterminés, les 2 brutes se mettent en route le 1er décembre 1928. En passant à Manosque,
ils font l'acquisition chez une armurière d'un pistolet automatique de calibre 7,65 et de 25 cartouches. En possession de cette arme redoutable, ils ont hâte de savoir si elle porte bien et l'essaient en race campagne sur une casquette et sur un mouchoir qui leur servent successivement de cible. Ils sont satisfaits de l'épreuve et reprennent leur route vers le but effroyable qu'ils se sont assigné. Huguetto et Witkowski parviennent le 2 décembre à proximité de la ferme des Courlis. Ils passent toute la journée dissimulés dans un cabanon situé entre la ferme et un autre mât, celui de la ferme Mégy. À l'abri dans cette retraite, les deux monstres hésitent. Oh, ils ne faiblissent pas et persévèrent dans leur criminelle intention. Mais ils se posent simplement cette question. Est-il préférable de massacrer les occupants de la ferme des Courlis ou ceux de la ferme Mégy? Cette dernière ferme est d'apparence et de réputation plus cossue. Elle est tentante. C'est à voir. À midi, Witkowski, sous prétexte d'acheter du pain, va en éclaireur à la ferme des Courlis. À 5 heures du soir, il se rend à la ferme Mégy demander du travail. Lorsqu'il a accompli ses 2 reconnaissances, le sort en est jeté. C'est la ferme des Courlis qui sera attaquée. Il n'y a là que 2 hommes et une femme et 2 enfants. À la ferme Mégy, le morceau est trop dur à digérer. Elle abrite en effet 4 hommes et une femme. Cette décision prise, les 2 misérables se répartissent minutieusement les rôles. Huguetto garde le pistolet automatique et à la nuit, Witkowski gagne en rampant la grange de la ferme des Courlis, si blottie, en attendant l'instant d'intervenir, c'est-à-dire le premier coup de feu. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être à l'écoute de cet épisode de la série Sale affaire. Je vous le propose sans publicité pendant le récit pour votre confort d'écoute et pour ne pas massacrer mon travail. Chaque épisode représente 25 à 30 heures de travail. Pour me permettre de continuer à vous écrire de nombreuses et passionnantes histoires, toutes originales et écrites sans l'assistance d'une intelligence artificielle, j'ai besoin de l'aide financière de ma communauté. Évitez les dons sur YouTube qui prélèvent 30% et cliquez sur le lien vers ma page Tipeee qui se trouve dans la description de cet épisode. Tout don est le bienvenu, même modeste. Merci de ce que vous pourrez faire. Huguetto se présente seul vers 20h30 à la ferme. Il frappe à la porte. On lui ouvre. Il entre, la casquette à la main. Sur ses talons, Amodric, le valet de ferme, entre également et referme la porte. Huguetto serre la main de tout le monde, puis se met à discuter avec la famille Richaud. La discussion dure près d'une demi-heure. Ils trinquent même ensemble. Il sent dans sa poche le poids de son revolver, mais il ne veut pas encore tirer. Enfin, Huguetto se décide à demander au père Richaud de coucher à la ferme dans la grange où on met la paille et le foin. Il accepte volontiers. Ils sortent dans la cour. Monsieur Richaud a pris sa lanterne. Ils entrent un instant dans l'écurie où le fermier prend un grand drap, puis dans la réserve où il se munit d'une enveloppe de toile destinée à être remplie de paille et à servir de matelas à Huguetto. Il s'approche de la grange. Monsieur Richaud fait quelques pas en direction du petit jardin et Huguetto sort son revolver. Par derrière, il lui loge une balle dans la nuque. Le fermier tombe et se relève. Alors Huguetto tire un second coup. Richaud s'écroule, mort. Le visage d'Huguetto ne reflète à ce récit aucune émotion. Sa main ne tremble même pas quand il refait le geste meurtrier. Il continue à décrire ce qui s'est passé. Comme convenu, une fois Richaud tué, Witkowski sort de sa cachette, averti par les détonations. Il rejoint son complice. Avec des bâches, les 2 jeunes gens couvrent le corps de la victime et par-dessus, ils élèvent un tas de paille. Ainsi, le cadavre est complètement caché aux yeux de tout visiteur éventuel. Après avoir jeté sur le toit le chapeau du fermier, les 2 scélérats font de nouveau le tour de la ferme et reviennent dans la cour. Jusque-là, les récits concordent, mais les 2 assassins ne sont pas d'accord sur ce qui se passe dans la maison. Huguetto retourne à l'intérieur. En prétextant le froid, il demande des couvertures à Madame Richaud, qui s'inquiète de la disparition de son mari. Huguetto l'abat elle aussi.
Aucun des deux jeunes gens ne veut assumer le meurtre des enfants. Huguetto, qui s'accusait hier seul du quintuple assassinat, déclare à présent qu'il a tué seulement le père et la mère. Les 3 autres, c'est son camarade qui les a tués. Mais Witkowski prétend que c'est Huguetto qui a tiré sur le domestique. Il l'a raté, alors il a tenté de s'enfuir. Witkowski l'a poursuivi, ramené dans la cuisine où Huguetto l'a achevé. Et comme le plus âgé des enfants lui tapait dessus avec une chaise en criant qu'il avait fait du mal à sa maman, Huguetto lui a arraché la chaise des mains et l'a frappé avec, jusqu'à ce qu'il meure. Il a tué l'autre gamin aussi. Pourquoi ? Parce qu'il le connaissait, et parce qu'il criait. Et après, Huguetto a achevé tout le monde à coups de chaise. Mais Huguetto prétend, lui, que c'est le Polonais qui les a frappés à coups de chaise. Ensuite, les assassins ferment la porte à clé et montent au premier étage. Dans le bahut, ils prennent les économies des richots. Ils ne peuvent pas dire combien. On suppose environ 4000 francs. Huguetto explique que les crimes et la fouille de la maison ont duré 5 minutes et qu'il a eu tort de tuer M. Richaud, car au fond, c'était un brave homme. Quand ils redescendent, le jeune Clément crie encore. Selon Huguetto, le Polonais se propose pour lui trancher la gorge avec le rasoir qu'il vient de voler à l'étage. Mais Witkowski dément et jure que c'est Huguetto qui a tué toute la famille. Lui n'y est pour rien. Il a juste, peut-être, un peu frappé les enfants. C'est tout. Et avant de quitter la maison, les 2 jeunes assassins, pas encore rassasiés de violence, écrasent la tête de la mère et du valet à coups de briques et de grosses pierres. Sans pitié, ils ne laissent personne derrière eux, si ce n'est le chien de la ferme, aboyant à la mort, qui demeure près de la bâche recouvrant le corps de son infortuné maître. Pourquoi laissent-ils la vie sauve aux chiens, eux qui martyrisent les animaux depuis leur plus jeune âge ? Mystère. Ils fuient en sautant par la fenêtre. Ils volent la bicyclette d'Amodric, le valet de ferme. Huguetto pédale, Witkowski sur son dos. Ils vont jusqu'à Oraison d'abord, puis Volx, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. La reconstitution est terminée. Les 2 assassins se disposent à remonter en voiture. Mais la foule massée aux alentours de la ferme, qui jusque-là est restée calme, ne peut maîtriser son indignation à la fin des opérations. Les barrages sont rompus. Des citoyens armés de matraques tentent de s'emparer des 2 jeunes gens. Ceux-ci, blêmes de peur, sont ramenés à toutes jambes dans la maison. Il faut l'intervention des gendarmes pour que la foule consente à évacuer le plateau où se trouve la ferme. L'auto ramenant Huguetto et Witkowski à la prison départementale de Digne peut alors prendre le chemin du retour. Pendant ce temps, la foule fait une ovation à messieurs Martin, Guibal et Sébeil et les accompagne au cimetière de Valençol où ils déposent sur la tombe des 5 victimes la gerbe de fleurs que la population leur a offerte. Le journaliste du Petit Marseillais s'associe de grand cœur aux manifestations de sympathie dont les 3 policiers d'élite sont l'objet. Il est probable qu'avec ces aveux complets, le juge Caron clôturera rapidement l'instruction. Huguetto et Witkowski ne tarderont pas à être jugés, car le procureur Bernard, magistrat énergique s'il en fut, est certainement décidé à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour cela. Sans doute, mais quelques difficultés surgissent. Par exemple, concernant l'identité du Polonais. Elle n'est fixée qu'en février 1929. Son véritable nom est Stefan Musza. Il est né en Pologne le 11 décembre 1912 et non 1910. On verra pourquoi c'est important, très important même. Il est arrivé en France en 1924 avec sa mère et ses 2 frères, car il est orphelin de père. Il habite la région de Valenciennes, dans le nord de la France, comme beaucoup d'émigrés polonais à l'époque. Il commence à travailler dans les mines à l'âge de 13 ans, mais on ne peut pas le garder car il brutalise ses camarades. Apprenti cordonnier à Vieux-Condé, il blesse d'un coup de couteau un de ses jeunes compagnons. En liberté provisoire,
Il disparaît et est condamné par défaut le 23 novembre 1926 à l'internement dans une maison de correction jusqu'à sa majorité. Il a seulement 14 ans. Le jeune délinquant s'enfuit en Pologne. Quand il revient en France, il s'appelle Józef Witkowski, du nom d'un honorable jeune Polonais dont il a volé les papiers d'état civil. Il s'engage successivement comme garçon de ferme et comme mineur, à la Grand-Combe cette fois, où l'exploitation du charbon bat son plein. Ceux qui ont connu Witkowski s'accordent à le reconnaître comme très intelligent, mais aussi paresseux et menteur, enclin à tous les mauvais penchants. Désormais, nous l'appellerons de son vrai nom Stéphane Mucha. Sur demande de leurs avocats, les deux assassins sont examinés par le docteur Rousselier, éminent aliéniste, qui doit rechercher si les assassins de la famille Richaud ont leur entière responsabilité pénale. Ils sont donc transférés tous deux à Marseille, où officie le spécialiste. Son rapport conclut que la responsabilité des deux jeunes bandits est entière. Il déclare en outre qu'au moment où ils ont commis leur forfait, ils avaient pleinement conscience de leurs actes. Le procès des bouchers de Valençol s'ouvre le 16 septembre 1929 devant la cour d'assises des Basses-Alpes à Digne. La presse en profite pour tracer à nouveau le portrait des accusés, mais vous savez déjà tout. Le petit Marseillais affirme que les populations paisibles et laborieuses des Basses-Alpes attendent des jurés un verdict de répression impitoyable. Le journaliste tient à les prévenir qu'elles vont être déçues. Voici pourquoi. Stéphane Mucha, le Polonais, dont il a été difficile d'établir l'identité et la biographie tant il en a changé, est né le 11 décembre 1912. Au moment de son arrestation, il avait sur lui une pièce d'identité volée qui indiquait une naissance en 1910. Il utilisait cette carte pour se vieillir et trouver plus facilement du travail dans les mines et les usines. Mais il a donc moins de 16 ans au moment des faits. Moins de 16 ans pour encore 9 jours. Et au regard de la loi française, l'âge qui compte est celui du moment des faits. Mucha, meurtrier de moins de 16 ans, ne peut être condamné à mort, quoi qu'il ait fait. La peine maximale qu'il encourt est de 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. La population des Basses-Alpes sera peut-être déçue par le verdict. En tout cas, elle est bien présente à l'ouverture du procès. Dès 7 heures du matin, les abords du minuscule palais de justice de Digne sont envahis par une foule désireuse d'assister au débat de cette cause qui deviendra célèbre par le nombre de ses victimes et par le jeune âge et la férocité cruelle des criminels. Derrière la grille du palais se masse la foule impatiente. Les gendarmes sont très stricts dans la consigne reçue et il faut pour pénétrer dans la salle leur présenter des laissez-passer spéciaux. On a beau avoir été parcimonieux, avare même de ces coupe-fils particuliers, lorsque l'accès de la salle est donné vers 8h30 au public, c'est un véritable envahissement et un entassement tant est exiguë la salle de la cour d'assises des Basses-Alpes. À 9h, la cour prend place. Après l'appel des jurés et la condamnation de 3 d'entre eux à 500 francs d'amende pour absence non justifiée, le président Guérin donne l'ordre d'introduire les accusés. En les voyant si jeunes, si peu impressionnants, le public est parcouru d'un frémissement d'étonnement et l'on murmure dans la salle. Joseph Huguetto et Stéphane Mucha répondent d'une voix mal assurée à l'interrogatoire d'identité que leur fait subir le président. Huguetto, les cheveux noirs renvoyés en arrière, vêtu d'un complet gris, le cou serré dans un foulard blanc, à la tête basse et s'accoude sur ses genoux. Il dérobe ainsi sa physionomie au public. Mucha, le cou emprisonné par le col d'une chemise à carreaux, est habillé d'un veston sombre. C'est un jeune homme blond dont la physionomie enfantine n'a pas vraiment d'expression. Ses yeux, qui à la dérobée clignent vers l'assistance,
semble cependant révéler ce que tant de témoins disent de lui. C'est un sournois. Puis c'est la lecture de l'acte d'accusation dont vous connaissez le contenu. On procède ensuite à l'appel des témoins. 25 sont cités par l'accusation et 3 viendront à la barre à l'appel de la défense. Huguetto répond aux questions du président en modifiant ses aveux de l'information judiciaire. Il s'attache à atténuer sa responsabilité devant le jury. Il affirme qu'il n'a pas tué les enfants, que c'est Mucha qui a tout fait. Vient ensuite l'interrogatoire de Mucha. Il se défend du portrait qu'on fait de lui en batailleur, querelleur, le couteau souvent à la main et surtout menteur. Tout ça n'est pas vrai. Quant au massacre, il n'a agi que par peur d'Huguetto et de force. Il n'a pas tué les enfants. Lorsqu'il est entré dans la ferme, ils étaient déjà allongés sur le sol, assommés par son complice. Les témoins défilent ensuite. La déposition la plus impressionnante est sans doute celle de M. Célestin Huguetto, le père de l'accusé, qui réclame la peine de mort pour son fils. Le lendemain, 17 septembre, est jour de plaidoirie. C'est cette journée qui, dans les salles de cour d'assises, attire toujours le plus grand nombre de spectateurs friands d'assister aux joutes oratoires que se livrent accusation et défense. Dans un vibrant discours, le procureur demande que s'applique le maximum de la peine. Le jury doit être sans pitié, comme ont été sans pitié les 2 bouchers de Valençol. Le réquisitoire prend fin au milieu de l'émotion générale. Tout le monde pleure et l'audience doit être suspendue. Maître Aubin, défenseur de Stéphane Mucha, tente de minimiser le rôle de son client dans la tuerie. Il a été entraîné par Huguetto qui le domine et le pousse à commettre les pires crimes. Mucha n'est qu'un enfant sur lequel le sort s'est acharné dès sa naissance. L'avocat pense qu'un peu de pitié peut aller à cet enfant qui a péché mais qui a déjà tant souffert. L'avocat d'Huguetto, quant à lui, essaie d'instiller le doute sur la responsabilité de son client. Il explique qu'il a manqué de discernement au moment des faits. Il se demande s'il n'est pas en présence d'un anormal, toujours cruel avec les animaux, et qui a montré aussi de la cruauté inutile dans le crime de Valençol. Ce manque de discernement peut permettre d'accorder des circonstances atténuantes à Joseph Huguetto. Le jury se retire à 15h35 dans la salle des délibérations. Il en ressort à 16h35 avec des réponses affirmatives à toutes les questions. Les 2 accusés ont agi avec discernement et n'ont aucune circonstance atténuante. La cour se retire à 17h pour délibérer. À 17h20, elle revient avec un arrêt en vertu duquel Joseph Huguetto est condamné à la peine de mort et Stéphane Mucha à 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle plus 10 ans d'interdiction de séjour. Avant de se séparer, le jury des Basses-Alpes a signé un vœu qu'il adresse au garde des Sceaux. En raison de la multiplicité des attentats au revolver, il demande que la vente de ces armes soit réglementée et interdite aux mineurs. Il demande également qu'en raison de l'augmentation de la criminalité des adolescents, les sanctions prévues par la loi visant les mineurs soient rendues plus sévères. Selon le magazine Détective, le vœu du jury de Digne a certainement été influencé par l'horreur même qu'a inspiré dans cette paisible région ce crime affreux. Pour autant, faut-il aggraver les pénalités contre les mineurs ? S'il s'agit de regretter, comme l'a fait le procureur de la République de Digne, qu'un enfant de 16 ans, fût-il coupable d'un abominable forfait, ne puisse être conduit à l'échafaud, alors, déclare le journaliste, il ne faut pas modifier le code pénal. Le procureur de la République de Digne a tenu là un langage qui n'est pas celui d'un magistrat respectueux de la loi. Le code pénal n'a pas été élaboré par des législateurs timorés. Des raisons simplement humaines ont inspiré aux rédacteurs de notre charte criminelle des atténuations de peine en faveur des mineurs. Mais s'il s'agit au contraire de regretter qu'un jeune bandit comme Mucha soit libre à 36 ans et jeté sur le pavé, alors que ses mauvais instincts pourront le pousser à commettre un autre crime, alors oui, le regret est légitime
et on a le droit, le devoir même, d'examiner quelles réformes pourraient être apportées au code pénal. Le journaliste de détective pense qu'une révision des textes concernant les mineurs s'impose. Mais il faudra l'accomplir avec mesure, car il faut toujours se méfier de sa propre émotion. Il est dangereux, sous le coup de l'horreur qu'inspire un forfait, de modifier une législation qui n'a pas été élaborée à la légère. Et d'autre part, il est opportun de renforcer les mesures de sauvegarde sociale lorsque l'existence même de la société paraît menacée par un accroissement de la criminalité. Le 25 septembre 1929, Stéphane Mucha est donc transféré à la colonie pénitentiaire pour mineurs d'Ess dans le Lot-et-Garonne. Elle est de réglementation récente, explique le petit Marseillais. Il n'en existait pas de pareil avant, mais la criminalité juvénile s'est tellement développée qu'il a fallu créer cette colonie de répression spéciale. 8 ans plus tard, en 1937, à la suite du décès d'un adolescent, un scandale éclatera autour des conditions de détention particulièrement révoltantes des mineurs enfermés à Ess. Car cette maison d'éducation surveillée n'est alors rien moins qu'un bagne d'enfants où, selon le Secours populaire de France, les jeunes subissent des tortures encore moyenâgeuses. À n'en pas douter, après 20 ans d'enfermement dans ces conditions, les hommes qui en sortent sont soit devenus fous, soit enragés. C'est à 5 heures du matin, le 24 février 1930, que le bourreau Anatole Debler, accompagné d'un fourgon tiré par 4 chevaux, arrive sur le lieu d'exécution, une petite ruelle d'à peine 5 mètres de large, le long de la cathédrale. À Digne, on n'a pas vu d'exécution capitale depuis 11 ans. Pièce par pièce, la fatale machine est sortie du fourgon et elle dresse bientôt ses bras menaçants vers le ciel. À 5h30, elle est prête. Avant d'être guillotiné, Huguetto n'a rien à déclarer mais veut entendre la messe. C'est avec calme et même assurance qu'il quitte ensuite la prison. Il en franchit la porte, puis avance jusqu'à apercevoir la guillotine. Il la fixe mais son allure ne ralentit pas. Justice est faite à 6h45. Huguetto est le 312e condamné exécuté par M. Debler, et le plus jeune. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.